Salut tout le monde, il y a quelques jours j'étais l'invité de LCI, je vous mets la vidéo juste après. Je fais juste cette petite introduction pour vous dire que comme j'ai pas pu parler du plan climat de Nicolas Hulot, je me permettrai d'interrompre l'émission à un moment donné pour vous dire ce que j'ai pas pu dire pendant l'émission. Et puis aussi pour vous dire que je vais vous épargner le moment où on a attendu que l'avion d'Emmanuel Macron atterrisse. Et je vais soit vous couper ça au montage parce que ça servait vraiment à rien, soit accélérer beaucoup le film à ce moment-là parce que c'était vraiment un moment d'attente qui servait pas à grand chose. Bref, je vous dis tout ça. Je vais faire ça au montage et maintenant je vous passe la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des images, vous le voyez, qui marqueront cette journée. Images de violence cette nuit en marge du G20. Un sommet qui risque bien de se transformer en face-à-face entre deux mâles dominants qui gouvernent le monde à coups de testostérone. Mais dans ce bras de fer, les regards seront également tournés vers un petit nouveau, Emmanuel Macron, plongé pour la première fois dans la cour des très grands. Celui que les Américains appellent le 007 qui va sauver la France. L'autre image, c'est celle de la sortie du bois de Monsieur Hulot pour un plan climat ambitieux et déjà polémique, et puis un couple aussi présidentiel pour une belle cause, de l'image, de la com et des premiers pas et les premiers engagements de la première dame. On parlera de climat, mais de climat tendu entre le gouvernement et les fonctionnaires sur fond de mesures coercitives, et puis on terminera par le nouveau vent pris par Trump ou l'histoire d'une main que peu de gens veulent serrer. L'équipe du jour avec Virginie Leguet. Bonjour Virginie. Bonjour. Journaliste politique à Paris Match. Franck Tapiro, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Datacalab. Antoine Léaumont, bonjour. Le patron, il aime bien ce terme de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Et Muriel Riche, bonjour. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon, mais elle aime autant ce terme. Fondatrice, on le verra, du mouvement Les Femmes Avec. Tout d'abord, ces images, vous les avez suivies en direct sur LCI. Depuis ce matin, Paris, évacuation de centaines de migrants de la porte de la Chapelle, un bidonville en plein cœur de la capitale. Et les premiers mots de la maire de Paris. Souvent, on nous a dit, à force de dire qu'on veut s'occuper des réfugiés et des migrants, on ferait monter le Front National. Je pense qu'il faut affronter l'opinion telle qu'elle est et que l'opinion publique française est mûre pour comprendre, d'abord parce qu'elle est aussi très solidaire. Vous savez, il y a des témoignages, bien sûr, qui sont des témoignages de haine, de racisme, de xénophobie, mais il y a beaucoup de témoignages de solidarité. Voilà, est-ce que l'opinion française, le thème du débat, est véritablement mûr, cher Franck Tapiro, pour accepter et ces images et ces situations? Enfin, ça sort même de ce cadre d'acceptation de cette situation par rapport aux migrants. C'est tout court, que fait-on de l'opinion française? Que fait-on de la rue française? Et c'est vrai que c'est un vrai sujet d'actualité qui concerne non seulement ce problème des migrants, mais aussi le problème des politiques qui, tous les jours, sont confrontés face à cette opinion, face à la peur de cette opinion. Donc en fait, il faut se dire que l'action politique, et on peut se rappeler des grandes heures de la politique, que ce soit l'IVG ou la peine de mort, où Mitterrand avait 80% des Français contre lui, et le courage politique, c'est aussi d'aller au-devant, de dépasser justement cette opposition, et d'imposer une mesure qui est juste, d'imposer une attitude juste, un comportement juste, dont on sera tous fiers derrière. Et vous savez que les Français adorent râler, mais aussi, c'est les champions du monde pour sauver, pour aller au secours de la victoire. Alors ces images, donc, on va les revoir, donc ce matin, porte de la Chapelle, bidonville, pour celles et ceux qui habitent Paris, ils l'ont vu bien sûr, immanquable. Et on se souvient quand même que ce soit dans le discours du président Emmanuel Macron ou dans celui de politique générale de son Premier ministre, eh bien le volet migrant, grands absents. Oui, c'est clair que c'était pas son sujet de prédilection, mais je rejoins un peu ce que dit Franck. De fait, c'est une question de dignité humaine. Et quand on est dans des situations comme celle-là, je pense qu'aucun Français, quelles que soient ses opinions politiques, ne peut tolérer une telle souffrance. Après, il y a des gens qui vont essayer d'utiliser cette situation d'indignité humaine pour dire, regardez le problème des migrations. Et c'est vrai qu'il y a un problème qui est lié aux migrations. Mais la question est, comment le traite-t-on ? Et pour le traiter en profondeur, il y a deux grandes causes qu'il faut régler. Le problème des guerres, qui sont des gros facteurs de départ, et en particulier vers les pays du Sud, et pas uniquement vers les pays du Nord, et le changement climatique, qui va être un des grands pourvoyeurs à l'avenir de migration. Et cette question-là, en particulier du changement climatique, n'est jamais évoquée dans les questions migratoires, et en particulier par Marine Le Pen, qui parle sans cesse d'immigration en disant il faut arrêter, il faut tout stopper, c'est la catastrophe, etc., mais qui ne parle jamais des questions, des causes de l'immigration et des moyens de régler ces causes et de permettre, juste pour aller jusqu'au bout, de permettre aux gens de rester travailler et vivre dans leur pays, parce que c'est ça qu'ils voudraient en réalité les gens. Vous pensez que les Français sont sensibles à ces images ?
Parce que là, on a entre 2 et 3 000 migrants. La vraie question, c'est quoi en faire? Que va-t-on en faire? Ça dépend comment elles sont présentées. De fait, des images comme ça sont utilisées ensuite par la fachosphère, par les gens sur les réseaux sociaux pour dire « Regardez cette catastrophe, etc. etc. » Alors qu'en réalité, la France, par rapport à d'autres pays, a un taux d'accueil de migrants qui est plus faible que les autres. Et de fait, regardez les conditions. Moi, quand je vois ces images-là, je me dis, mais où est la dignité humaine? Où est la France? Quand la France est grande, quand elle accueille les gens, quand elle est universelle. Et là, pour moi, il y a un problème et il devrait être réglé. Et ça serait notre dignité que de le traiter en profondeur et que d'essayer de le régler. On oublie aussi qu'il s'agit, même en dépassant le côté humain, le côté accueil, le côté français, il y a une loi. Il y a une loi qui a été votée il y a des années de cela, et on serait bien content, s'il y avait un gros problème en France, d'être mieux accueillis que ce qu'on accueille aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur les paroles d'un Premier ministre à l'époque, Michel Rocard notamment, qui disait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Est-ce que vous pensez que les Français aujourd'hui sont prêts à accueillir, sont prêts à faire ce geste, sont prêts à tendre la main? Moi, je pense que la vision politique, c'est l'anticipation. Aussi. Et alors c'est vrai, ce que vous dites est juste, mais voilà, il a fallu attendre qu'il y ait 2000 migrants dans un camp à Paris pour prendre une décision et pour que Mme Hidalgo prenne la parole pour dire les Français sont prêts peut-être à accueillir cette population. On aurait peut-être pu agir un tout petit peu avant, c'est-à-dire ne pas laisser tous ces gens pendant des mois dans des conditions totalement insalubres. Et il y en a d'autres. Voilà, il faut qu'il y en ait 2000 pour que tout d'un coup on se dise tiens, il faut une image choc, 2000 personnes, et là peut-être que les Français vont accepter des solutions alternatives. Moi je trouve que vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait pas partie du programme de Macron, il a occulté cette question, comme moi je trouve qu'il occulte beaucoup la question de la radicalisation, la question du voile, la question de l'exclusion des femmes dans certains endroits perdus de la République. Ce sont des vrais sujets sur lesquels il va falloir travailler, s'atteler, trouver des solutions. Alors, est-ce que les Français sont prêts? Je pense que tout va dépendre de la façon dont on va le faire. Il y a peut-être des solutions qui sont de dire il y a des mairies partout en France, évidemment, et il y en a des dizaines et même des milliers. Peut-être que si chaque mairie s'engageait à accueillir, comme je l'ai vu d'ailleurs dans le Nord lors de mes précédents déplacements durant la campagne présidentielle, ça prêtait à accueillir 1, 2, 3 familles, ça serait gérable. Ce qui n'est pas gérable pour les Français, c'est de devoir accueillir 2000, 3000 personnes ou même plusieurs centaines dans des endroits. Là, il va falloir mettre en place des systèmes d'intégration acceptables pour tout le monde. Mais là, dans la situation dans laquelle on est, c'est même pas de l'accueil. En réalité, c'est un état de fait. C'est-à-dire les gens s'installent où pendant quelques temps on les vire pas, et puis au bout d'un moment on les vire, et puis c'est toujours les mêmes images. On vire des gens, on vire des gens, on vire des gens, et tant qu'on ne mettra pas les moyens pour avoir des centres d'accueil et pour accueillir au sens fort, c'est-à-dire y compris donner des cours pour qu'ils puissent apprendre notre langue, par exemple. Tant qu'on ne fera pas ça, on aura le même problème. Et ça sera les mêmes images répétées et répétées, et ça sera la même propagation de haine par ceux qui utilisent ensuite ces images. Certains répéteront inlassablement que pour cela, il faut de l'argent. Virginie Leguet, quelques mots, et après on partira. D'ailleurs, il sera question d'immigration pour ce sommet, ce fameux sommet avec de fortes images du G20. Il faut reconnaître la lâcheté des différents pouvoirs politiques qui se succèdent depuis quelques années et qui ont toujours évité de prendre le problème à bras-le-corps. Donc on les laisse s'installer. On s'aperçoit que la population, quand il y en a trop, la population locale trouve que ça devient invivable et qu'elle ne peut plus cohabiter avec des milliers de migrants qui eux-mêmes vivent dans des conditions totalement insalubres. Et finalement, on finit par dire « Ah bon, alors on va les dispatcher ». Puis alors on les dispatche au hasard, selon la bonne volonté des communes. Il y en a qui restent, il y en a qui restent pas, il y en a qui s'en vont, il y en a qui se réinstallent, parce que c'est ce qui se passe en général. Quand ils sont installés dans un endroit, on les évacue et ils reviennent. Là, on les évacue. Anne Hidalgo propose un plan, je ne sais pas quel vaut ce plan, je ne sais pas si elle a réellement des places, je ne sais pas ce qui est réellement prévu. La France, parmi les autres pays européens, est celle qui en reçoit le moins, mais c'est pas une question de gauche ou de droite, je dirais que c'est même pas une question d'extrême. C'est simplement une façon qu'a notre pouvoir politique de ne pas affronter le problème. Et là, on voit bien qu'ils sont un petit peu obligés, au niveau européen, de dire « Ah ben, il va peut-être falloir qu'on prenne notre part », parce que l'Italie commence à dire « Écoutez, c'est bien gentil cette affaire, mais c'est nous qui les recevons tous,
tous, et vous vous en lavez les mains, vous êtes comme Ponce Pilate, vous faites comme si vous les voyez pas. Et quand vous les avez, vous essayez de les cacher. Non, là, il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on prenne nos responsabilités. Alors vous l'avez noté, et c'est là où on va changer de sujet, que ce problème n'est pas français, n'est même pas européen. Antoine Léaumont parlait de guerre, mais mondiale. Et là, on sera question des immigrants et du problème des migrants dans le G20. Ça commence dans quelques heures. Il y aura des images. Les principaux protagonistes seront d'ici une petite heure au rendez-vous. Elles ont commencé, vous l'avez vu en ouverture de cette émission, par des émeutes les plus grandes de ce monde. On suivra ça en direct. Premier pas justement d'Emmanuel Macron et premier pas également de Donald Trump dans cette cour des grands. On va retrouver dans quelques instants notre journaliste Marie Chantret. Est-ce que ce G20, c'est un combat à deux, je le disais, deux individus bourrés de testostérone et qui veulent gouverner le monde, avec celui que les Américains maintenant surnomment le 007 qui va sauver la France depuis que le président a été élitreillé sur un sous-marin nucléaire, le terrible. C'est un match à deux qui va se jouer, c'est un match à trois. Non, je pense pas, au contraire. Les autres, il y a les deux stars du combat, mais il y a d'autres outsiders, on va dire, qui vont au contraire en profiter pour s'appuyer sur eux pour avoir une tribune. Vous ne croyez pas qu'ils vont les laisser s'opposer et faire en sorte, alors c'est un match, c'est un point pour Trump, un autre point pour Poutine. Non. D'abord, ça fait longtemps que c'est plus ça, le G20 quand même. Et on essaye justement, chacun essaye d'émerger, essaie de sortir quelque chose. Mais derrière toute la communication, derrière malheureusement ce qui s'est passé hier soir avec ces émeutes, derrière la sécurité, on n'arrête pas... Moi, j'aimerais qu'on oublie tout ça pour voir ce qui en sortira. Parce pendant qu'on parle, vous voyez en direct l'avion du président français qui vient d'atterrir, Emmanuel Macron. On se souvient un peu quand même de ce qui a été réellement décidé ou des choses réellement qui ont fait créé un effet avant-après. Jamais qu'on se focalise là-dessus pour une fois que la com ne vienne pas justement masquer parfois l'absence totale de décision. C'est uniquement des postures, c'est la poignée de main, c'est celui qui a à un moment regardé l'autre, celui qui a humilié l'autre. C'est vraiment, c'est une histoire entre mecs, une femme, je crois, il y a Angela Merkel. Bon, la parité... Elle a au moins l'ancienneté. Elle a l'ancienneté, elle a aussi le respect. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et l'autorité aussi. Et l'autorité. Après, le G20, c'est un cadre... étrange. C'est un cadre informel, c'est un cadre où les décisions qui sont prises n'engagent que ceux qui les ont prises, mais il n'y a pas vraiment de... Effectivement, on ne sait pas ce qu'il en ressort après. Il y a un cadre international qui est légitime, qui s'appelle l'ONU, et dont nous proposons qu'il soit renforcé, ce cadre. Après, le G20, effectivement, le gros enjeu, à mon sens, ça va être le règlement du conflit en Syrie. Et là, sur ce point, en effet, il va y avoir la nécessité d'une discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui sont ceux qui tiennent la clé, en réalité, du règlement de ce conflit. Moi, je signale une chose, c'est quand même que Emmanuel Macron, dans ce cadre-là, il est, à mon avis, un peu en difficulté, parce qu'il a jusqu'à présent eu une politique internationale qui est fluctuante. C'est-à-dire, avant les élections, il nous disait « Poutine est un horrible monstre, oh là là, quel danger », et ensuite, il l'invite à Versailles. Avant les élections, il nous disait « Trump est un horrible danger », etc. Après, il a continué un petit peu en faisant « Make our planet great again », et puis je lui serre la main un peu violemment, et les médias retiennent ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il l'invite le 14 juillet en grande pompe pour le défilé le 14 juillet. Et en même temps, c'est ça. Emmanuel Macron, c'est Poutine est un horrible dégénéré, et en même temps... ça, c'est politique. Je suis pas d'accord. Ça, c'est politique parce qu'aujourd'hui, quand on est surtout un chef d'État, une des plus grandes nations du monde, on peut pas se braquer et se fermer. Donc, il est obligé de dire les choses de moins. Il dit, voilà, il agit mal d'un côté, et en même temps, on est obligé de continuer à parler avec lui. Mais plutôt, et pendant qu'on parle, vous voyez toujours la délégation, elle sera grande et nombreuse, française, et notamment le président Emmanuel Macron, qui arrive à ce G20. On va se mettre un peu d'image d'ailleurs, et on va parler, puisque Antoine le laissait entendre, qu'il y a quand même un combat entre deux hommes, Poutine et Trump. Voilà ce que cela donne. Regardez. C'est Rocky. Si. Rocky 3. Tout sera scruté, de la poignée de main au regard lancé entre ces deux personnalités dominantes. Mais avant cette première rencontre, c'est Donald Trump, tout juste arrivé sur le sol européen, qui donne le ton. Nous demandons à la Russie de mettre un terme à ses activités déstabilisatrices en Ukraine et ailleurs, et de mettre un terme à son soutien à des régimes hostiles comme la Syrie et l'Iran. Nous l'invitons au contraire à rejoindre la communauté des nations responsables dans notre lutte contre des ennemis communs. Pourtant, il y a quelques mois,
celui qui n'était pas encore président américain ne tarissait pas d'éloges sur le chef d'État russe. Poutine était très gentil avec moi. Il a dit « Donald Trump est un génie ». Pourquoi est-ce que je le désavouerais? Un gars vous appelle génie et il faudrait le désavouer? Je ne vois vraiment pas pourquoi on ne travaillerait pas avec la Russie. Pourquoi est-ce qu'on se bat toujours? Depuis, les relations entre Russes et Américains se sont dégradées, au point que certains experts la jugent aussi mauvaise qu'à la fin de la guerre froide. Cette rencontre bilatérale sera l'occasion d'évoquer les nombreux sujets qui fâchent. Le dossier syrien est celui qui aura donné lieu aux échanges les plus vifs ces derniers mois, mais aussi la situation en Ukraine ou encore les spéculations sur l'intervention de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Une rencontre qui inquiète à Washington, où l'on craint l'impréparation du président américain face à l'un des chefs d'État les plus expérimentés de la planète. Je vais vous laisser la parole. Petite indiscrétion, ce matin, il paraît que les éléments de langage donnés à Donald Trump n'excèdent pas, vous allez comprendre pourquoi, 140 signes. Les tweets. Oui. Non, je vais juste revenir sur ce qui a été dit. J'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, désolé, sur le commentaire en disant que la situation aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie correspond en termes de froideur à la fin de la guerre froide. Pas du tout, parce qu'il y a une grande différence aujourd'hui par rapport à cette époque-là, c'est que les deux peuples, que ce soit américains et russes, ne sont pas du tout hostiles. À la différence de l'époque où vraiment on montait complètement les populations. Galvanisé, il y avait des chasses à l'homme, il y avait une paranoïa ambiante qu'on instrumentalisait de part et d'autre. Là, c'est uniquement vraiment deux chefs d'État qui peuvent se taper dans la main ou se taper dessus, exactement dans la même réunion. Donc je suis pas d'accord avec cette présentation un peu alarmiste. Alors voilà, pendant que l'avion du président français Emmanuel Macron, vous le voyez, République française, se gare sur le tarmac, pas certain d'ailleurs que le président s'exprime, et on retrouvera dans quelques instants Marie Chantray. Virginie Leguet, donc on a parlé des deux hommes, et il y en a quand même un troisième, qui est Emmanuel Macron. Au-delà de la com, au-delà de l'image, il va falloir taper du poing et rentrer dans le dur. Pour le moment, depuis l'élection, ça se passe plutôt bien. Est-ce que c'est un rendez-vous important pour le président? Oui, c'est un rendez-vous important. Et le président, d'ailleurs, multipliera probablement les symboles comme il les multiplie depuis un mois. On a vu, s'il faut reprendre un peu la chronologie... Mais il peut le faire dans cet environnement, parce que là, on est dans la cour des très très grands. On l'a vu serrer la main de Donald Trump avec beaucoup d'énergie. Sous-entendu, j'installe un rapport de force avec le président américain. On l'a vu aussi conduire dans une voiturette électrique à Versailles, Vladimir Poutine. On a vu beaucoup d'images. Je pense qu'on en verra là encore. Est-ce que ça dit de l'influence qu'aura réellement Emmanuel Macron sur ces deux chefs d'État? Franchement, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron et l'image qu'il dégage à l'étranger, qui est une image plutôt positive, un président jeune, un président qui a plutôt de l'allant, qui n'hésite pas à aller parler aux uns et aux autres, et de nature, en tout cas, à créer du lien. Est-ce que c'est de nature à obtenir des résultats? Ça, c'est bien autre chose. On en a parlé dans cette émission, l'image justement d'Emmanuel Macron, l'image de la France à travers Emmanuel Macron, un blason quelque peu redoré, ça compte dans un sommet comme celui-là? Est-ce que la France compte d'ailleurs? Est-ce que l'image de la France compte? De fait, oui, la France est un grand pays. Là, un des problèmes auxquels est confronté Emmanuel Macron, c'est qu'il est aligné sur une des deux grandes puissances. C'est-à-dire que, pour l'instant, la France est alignée sur les États-Unis, elle est membre d'une alliance militaire qui est l'OTAN avec les États-Unis et d'autres pays, et elle n'a du coup pas la même voix indépendante et autonome que celle qu'elle pouvait avoir quand le général de Gaulle était président de la République, et lui avait fait le choix de ce qu'il appelait une dissuasion tous azimuts, c'est-à-dire qu'il pouvait aller vers l'Est ou vers l'Ouest. Là, Emmanuel Macron, il est dans une situation où il est déjà sur une base alignée avec Donald Trump. Et de fait, sur les pré-déclarations qui ont été faites sur le G20, on voit que sur certaines positions, en particulier sur la Corée du Nord, par exemple, il rejoint les États-Unis d'Amérique. Alors après, est-ce que c'est la bonne solution que celle de chercher l'affrontement avec la Corée du Nord, ou est-ce qu'il faut chercher une autre solution? Je laisse les gens décider sur ce point. Moi, j'ai mon avis, mais voilà. Pour la Corée du Nord, il faut déjà parler. C'est très compliqué de parler avec eux. Oui. Donc on peut décider dans notre extrêmement difficile. Veut, mais la stratégie de la communication avec eux et la diplomatie, si on peut appeler ça diplomatie. Il faut dire qu'il y a quelques remparts quand même entre les Russes et les Chinois. C'est un peu compliqué d'agir. Restons sur l'image qui est quand même votre créneau, cher Muriel, celle de la France, celle du président que l'on voit, pas encore, mais en tout cas depuis tout à l'heure on voit son avion. Mais du temps à descendre. Est-ce qu'il a un coup à jouer?
Parce que la stature en France, on la connaît, on l'a vue, on l'a lue, on l'a disséquée cette semaine. Là, maintenant, c'est autre chose. Écoutez, moi je pense que la France doit compter. La question n'est pas de savoir si elle compte, la question est de savoir, pour moi la question est la France doit compter. C'est même pas négociable. Moi je vais vous dire, je suis un peu déçue là. Je commence à rentrer dans une période où je trouve que, tous ces coups de com', ce serrage de main, cette posture extrêmement étudiée, ce paradoxe qui existe chez Macron, entre j'ai une forme d'empathie, je suis très sympathique, je souris, je crée du lien, mais en même temps j'ai une maîtrise totale de moi-même. Enfin, un personnage qui finalement commence, moi en tout cas, à me troubler. La question est, qui est-il réellement ? Est-ce qu'il va être capable de mettre en place les mesures qu'il a énoncées ? On voit bien qu'il y a des reculs très profonds aujourd'hui sur ses engagements au moment de la campagne. Donc moi, ça me trouble profondément. Et franchement, je ne voudrais pas qu'on rentre déjà dans une période de déception où seuls les symboles comptent. Alors, oui, je vais serrer la main de telle ou telle façon. Si je vous écoute bien, c'est les symboles, c'est l'image, c'est la com à l'épreuve des faits ? Oui, c'est la com à l'épreuve des faits. C'est-à-dire que quand on a un président qui, pour l'instant, il y a 80% dans la com et à 20% dans l'action, ça commence à poser question. C'est normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi c'est normal ? Non, parce que Franck va vous dire, je voudrais terminer, Franck va vous dire qu'on est dans les 100 jours. Et que donc, un petit peu, et que donc il vient d'être élu. Mais ça y est, il les a fait, ces actes de com. On les a eus durant toute la présidentielle. Maintenant, il faut quand même rentrer un peu dans le vif du sujet. Et j'espère que ce G20, qui n'est pas rien quand même, c'est important le G20, j'espère qu'il va y avoir là, en tout cas, des annonces sérieuses et concrètes. Et si je peux ajouter quelque chose, bien évidemment. Pendant la campagne présidentielle, on a souvent mis en avant les absences, pour ne pas dire le flou du programme d'Emmanuel Macron. Depuis qu'il est élu, finalement, tout le monde a été content, rassuré. On sortait d'une séquence extrêmement violente, politique. Et longue. Et extrêmement bouleversante. Donc le paysage politique est tout autre aujourd'hui. En Marche a pris toute la place. Le président Macron occupe réellement sa fonction. Mais on a eu un silence. On a eu beaucoup d'images. On a eu des déplacements. On a eu tout un tas de choses que les Français probablement ont regardé avec soulagement, sinon contentement. En tout cas, voilà, cette séquence-là est passée. Mais on s'est aperçu que quand il a pris la parole devant le Congrès, le discours était théorique, philosophique, pas évanescent, mais un peu, je suis là-haut, je vous explique l'exercice du pouvoir, les difficultés de l'exercice du pouvoir, à quel point la France est irréformable. Bon, c'était super, c'était extrêmement long, ça a duré près de 2 heures, mais on n'a pas eu réellement de mesures concrètes. Édouard Philippe, le lendemain, a donné des mesures concrètes intérieures. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer sur la scène extérieure. Vous voyez, le président Emmanuel Macron vient de descendre accompagné par quelques instants de son épouse Brigitte, et on va retrouver Marie Chantrey qui nous va commenter ces images. Et dans cet immense Media Center ici au G20 à Hambourg, ces images de l'arrivée d'Emmanuel Macron, vous l'avez vu en ce moment, accompagnée de son épouse Brigitte Macron, qui elle va faire des activités parallèles durant ce G20 avec les autres épouses des chefs d'État, et bien diffusées sur écran géant. Et à l'heure où l'on parle, ce n'est pas forcément très commenté par les journalistes du monde entier. Mais pour abonder avec ce que disaient vos invités en plateau, très clairement, au G7 à Taormina en Sicile, mais également au sommet de l'OTAN, c'était à Bruxelles en mai dernier, Emmanuel Macron a très clairement imprimé un nouveau style, un peu en vedette finalement, avec ses baptêmes du feu internationaux, plutôt assez réussi clairement, suscitant à chaque fois la curiosité. Ce président français de 39 ans, la jeunesse à chaque fois est soulignée, et la presse américaine notamment de gloser très largement sur cette fameuse désormais poignée de main avec Donald Trump, finalement pris à son propre jeu. Vous en parliez également, ce nouveau 007 avec ces images de l'hélitreuillage sur le sous-marin, le terrible, là aussi ça a été beaucoup commenté, et ça pourrait relever de l'anecdote, mais les gestes comptent, et a fortiori en politique, et notamment quand ces images sont diffusées sur les télés du monde entier. Mais forcément, pour le dire, il y a aussi les résultats. Il n'y a pas que la symbolique qui compte. Alors on sait, il y a eu ces paroles et ces injonctions en forme de défi, notamment à l'intention du président américain concernant l'accord de Paris et ce Make Our Planet Great Again. Reste aujourd'hui pour Emmanuel Macron les résultats. Et ça, on l'attend en tournant notamment sur la dynamique imprimée sur l'Europe, l'accord sur le climat, mais également avec Moscou, Vladimir Poutine qui le rencontrera demain pour une rencontre bilatérale. Emmanuel Macron qui est en ce moment sur le tapis rouge avec la délégation allemande, Angela Merkel, sur le site du G20 pour une photo de famille qui doit se tenir dans 1 heure environ maintenant avec les 20 chefs d'État et de gouvernement présents ici. Merci beaucoup Marie Chantrey. Nous étions en direct et vous allez nous faire vivre tout au long de cette journée, bien évidemment, les premiers pas dans la cour des très très grands visés sur ce plateau d'Emmanuel Macron, délégation française. Les poignées de main qui n'en finissent pas. Emmanuel Macron qui est descendu avec son épouse depuis cet avion et puis autour du président. Il prend son temps, le président Macron. Il prend son temps, mais ça faisait quand même des années qu'on n'avait pas scruté la moindre poignée de main, le moindre geste, le moindre mouvement de. Hollande, on a tout scruté. Hollande, on n'avait pas besoin de scruter parce qu'on scrutait plutôt ses gaffes. Sa cravate. On scrutait plutôt la cravate, l'eau qui tombait sur les lunettes, quand il marchait pratiquement sur les chaussures de Merkel, et sur les pas d'Angela Merkel, etc. Là, c'est vrai qu'il y a une fascination, donc qu'on aime, qu'on n'aime pas. Encore une fois, moi, je souris parce que ça faisait quand même des années qu'on attendait qu'un président français, qu'un homme politique, même français, fascine autant la planète entière. Maintenant qu'on l'a, on devrait au moins être un petit peu heureux de cela. Maintenant, encore une fois, derrière cette image et derrière ce souffle, encore une fois, n'oublions pas qu'on est à quelques semaines, encore une fois, de l'élection du Congrès, le discours de politique générale. Maintenant, c'est place à l'action, je suis d'accord. Mais la communication, vous le savez, aide énormément. C'est le passeport pour l'action politique.
l'action, en général, en politique, de toute façon, elle va revenir en boomerang. Et je préfère qu'on juge sur les faits, qu'on juge sur les actes, plutôt qu'on juge sur de la com. Donc, disons que cette com, elle est au-delà du réussi. On n'a jamais une autre référence de réussite en communication pareille. Maintenant, espérons que cette réussite en communication amènera une réussite en action politique. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la com tienne lieu d'action politique. En fait, moi, je voudrais revenir sur... C'est pas ce que vous avez dit. En tout cas, sur les images que l'on a vues... On attend l'action politique. Sur les images que l'on a vues... Est-ce que ça ne va pas seulement tenir d'action politique? Sur les images que l'on a vues, pour en revenir au direct et au G20, avant que le président quitte le tarmac, il y avait une délégation française assez imposante, Le Drian, Le Maire. Donc on ne vient pas au G20 que pour la com et l'image, on y vient quand même pour travailler. Non mais la délégation importante, les attributs du pouvoir, ça fait partie de la com aussi. C'est montrer qu'on est un vrai pays, qu'on a un gouvernement solide, on vient en nombre, le PAC est impressionnant, le président effectivement suscite une curiosité fantastique et tant mieux parce que tout d'un coup le regard sur la France a changé, les gens nous regardent avec, pas fascination, le mot est un peu exagéré, mais avec beaucoup d'attention. Un président de 39 ans qui n'existait, en tout cas curiosité, qui n'existait pas il y a un an et qui a fini par faire exploser ce qui a été l'ancienne classe politique depuis 40 ans, la gauche, la droite, qui ont structuré depuis 40 40 ans la vie politique. Non. Bruno Le Maire. Non mais attendez, si je peux terminer. Ils sortent du il a réussi à occuper tout l'espace. Aujourd'hui, les oppositions, les différents groupes d'opposition sont morcelés, sont divisés, ne savent pas très bien comment se comporter face à ce grand groupe. Après, je vois mon voisin protester sur qui est à l'intérieur de ce grand groupe En Marche. Eh ben oui, il y a des gens de la gauche et de la droite. Mais on n'est plus du tout dans les cas de figure précédents où il y avait soit la droite, soit la gauche, soit la gauche, soit la droite. Il y avait une grande opposition, une grande majorité. Aujourd'hui, il y a une grande majorité et des oppositions. Alors, Muriel, je disais tout à l'heure, la com, l'image, oui, maintenant, il faudrait rentrer dans le dur. Attention à la lassitude. Justement. Dans un sommet comme celui du G20, c'est pas le premier, mais en tout cas, c'est le plus grand. Est-ce que quelque part, Emmanuel Macron, le président de la République, ne joue pas quand même l'avenir de notre pays? Parce que l'avenir de notre pays ne se joue pas, économiquement parlant d'ailleurs, simplement à l'intérieur et surtout pas à l'intérieur de nos frontières. Moi, je pense qu'il commence à jouer sa crédibilité. Voilà. Moi, je dirais ça. Je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une étape. Alors, certes, c'est peut-être un peu tôt, mais il va commencer à jouer sa crédibilité. Il ne faut pas oublier quand même qu'en France, il a été élu avec beaucoup d'abstention quand même. Donc, il y a toute une partie de la France quand même qui est très, très, très en attente. Et toute une partie des Français qui attendent des mesures concrètes et qui est là et qui n'a pas voté et qui regarde et qui scrute. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que là, on va rentrer donc, qu'est-ce que est la réelle crédibilité de Macron? Et maintenant, c'est arrivé. Mais bien sûr que c'est formidable que ce président, que le monde entier nous regarde. Mais c'est normal que le monde entier nous regarde. C'est un président qui est jeune, qui est marié avec une femme qui est plus âgée que lui. Ils ont transgressé un tas de choses. Elle est absolument parfaite dans son rôle, où je suis toujours magnifiquement habillée. C'est une belle story, inconnue, toujours avec le même très peu politique. Précisément. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Muriel tout à l'heure. Elle disait qu'il faudrait pas que la... je suis désolé. Allez-y, finissez, et puis je reviendrai sur ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr que tout ça est magnifique pour l'étranger, est magnifique pour la France. Mais maintenant, ça y est, c'est fait, done. Donc maintenant, on fait quoi? Voilà. Antoine, maintenant, on fait quoi? Justement, moi, je reviens sur un point dont parlait Muriel tout à l'heure. Elle disait, il y a 80% de communication et 20% d'action. En réalité... à mon sens, c'est plus complexe que ça, parce qu'à l'Assemblée nationale, la majorité d'Emmanuel Macron, et donc Emmanuel Macron assez directement, fait passer des textes de manière extrêmement violente et extrêmement rapide, violentant y compris sa propre majorité. En tout cas, si vous allez, cher Virginie Leguet, sur les réseaux sociaux, vous allez voir des vidéos... Oui, au sujet des amendements, je ne sais pas si vous voulez parler de ça. Il y a mon ami, d'ailleurs, Adrien Quatennens, qui se fait rétorquer que 0% d'amendements ont été acceptés, et évidemment. C'est-à-dire que, évidemment, ça sert à rien de déposer des amendements. Évidemment, ça sert à rien de faire du travail législatif. De toute façon, c'est le texte de la majorité qui passera tel quel, sans retouche, à part peut-être, une fois de temps en temps, les amendements du rapporteur. C'est souvent comme ça. À l'Assemblée, non, c'est pas souvent comme ça. C'est très souvent à l'Assemblée nationale, non, c'est pas souvent comme ça. Je suis désolé. Non, de temps en temps, on peut intégrer des amendements quand on juge qu'ils sont intéressants. À l'Assemblée nationale, hier, en séance plénière, vous aviez une discussion qui portait sur le nombre de parlementaires pour le contrôle de l'état d'urgence. Alors, c'est une question un peu technique peut-être, mais vous aviez Jean-Luc Mélenchon et Jean-Christophe Lagarde qui défendaient une même position qui était d'élargir le nombre de parlementaires qui peuvent contrôler l'état d'urgence. C'est une mesure de bon sens, c'est pas une mesure idiote.
Je veux dire, est-ce qu'on est d'accord pour que le gouvernement soit contrôlé par 2 personnes et qui sont issues de la majorité et puis d'un groupe proche de la majorité? C'est un peu ce que Muriel disait, c'est-à-dire maintenant place à l'action. Et l'action ne ressemblera peut-être pas à l'image de la com. Ce que je veux dire, c'est que l'action est en cours et que la communication masque l'action. Voilà. C'est ça ce que fait tient Emmanuel lieu Macron. d'action. Non, c'est de la mauvaise politique. C'est de la mauvaise politique. C'est seul sur ce plateau. Je peux dire ça justement parce que par le Il s'agit d'abuser les citoyens. Mais c'est plus qu'on Non, là, il est dans abuser les citoyens. Et moi, je pense que c'est explosif de faire ça. Muriel l'a dit, il y a eu une abstention énormément forte et le vote Macron n'est pas un vote de conviction. Mais aux élections législatives, il faudrait pas oublier qu'il y a eu 57% d'abstention, ce qui équivaut à un score d'abstention des élections européennes. Enfin, je veux dire, les élections législatives sont les élections les plus importantes avec l'élection présidentielle et on arrive à un niveau d'abstention qui est similaire aux élections européennes. Les élections importantes, les gens ne le savent pas. Là, on a un vrai problème. Vous savez quoi? Mais on a fait perdre cet intérêt aux élections législatives en hyper-présidentialisant la fonction présidentielle. Et Macron est en plein dedans, c'est le pharaon Macron. Il faut ajouter que depuis... Ah, c'est nouveau, maintenant on a le pharaon. Ah bah c'est plus un monarque, c'est un pharaon, il fait des pyramides. Il faut ajouter que depuis 2002... Quand l'élection législative est dans la foulée de l'élection présidentielle, elle est légèrement absorbée par l'élection présidentielle et que l'abstention n'a cessé d'augmenter. C'est pas tout d'un coup une énorme abstention en 2017 et précédemment des grosses participations. C'est pas vrai. C'est une pente qui ne fait que descendre parce que les Français estiment qu'ils ont voté pour un président et que finalement, bon, bah voilà, on a quand même donné sa majorité. Je vais juste revenir sur le sens. Oui, mais c'est la concomitance des 2 élections. À quelques semaines près, on ne se déjuge pas ou on ne se déplace pas. En tout cas, on ne va pas voter contrairement à ce qui a été voté à la présidentielle. Le cadre de notre vie quotidienne, c'est quand même l'Assemblée, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est un mandat très très noble. C'est le lieu qui fixe le cadre de notre vie. Et donc, c'est extrêmement important. Être député, c'est pas rien. Par rapport à ça, j'aurais été déçu si Antoine, tout à l'heure, quand il a fait la longue litanie des textes qui passaient, selon lui, de façon violente, etc. Mais le plus grave, ça aurait été quoi? C'est de dire, finalement, il y a de la communication, comme vous le dites, et il ne se passe absolument rien, et on n'entend rien de se passer, les textes ne passent pas, avec ou sans ordonnance. C'est ça qui aurait été grave. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut, en valeur absolue, se dire qu'il y a de la com, c'est bien, il y a des actions, c'est bien, et jugeons sur pièce, jugeons vraiment ce qui va être... Vous savez quoi? On aura d'autres rendez-vous dans cette émission, effectivement, pour juger. Je vais vous faire un cadeau, parce que nous sommes vendredi. Je vais vous épargner, c'était prévu, mais on a pris du temps sur ce G20 et Emmanuel Macron. Je vous épargne Nicolas Hulot, on y reviendra, bien évidemment. Et voilà, ça c'est un satisfecit. Et oui, désolé Antoine, vous reviendrez. C'est son grand ami, Nicolas Hulot. Alors là, pour le coup, moi j'ai été déçu. Je suis désolé, mais ça m'a déçu. Bon, voilà. Je peux juste dire Antoine est déçu, vous reviendrez la semaine prochaine et vous nous direz pourquoi vous êtes déçu. Voilà, alors là, je me permets d'interrompre l'émission pour vous dire ce que j'ai pas pu y dire, parce qu'on n'a pas pu parler du plan climat de Nicolas Hulot, et pourtant j'avais des choses à dire. La première chose, c'est que le plan climat de Nicolas Hulot, il y a certains aspects qui sont positifs, mais il y a un mot qui n'est jamais utilisé dedans, c'est le mot planifier. Le mot planification, ce mot-là, il n'est pas utilisé, et pourtant il est indispensable si on veut faire, comme le dit Nicolas Hulot, la fin des voitures à essence et au diesel. Là, il n'y a pas d'autre moyen de le faire que de planifier, de se fixer des objectifs clairs, et on ne peut pas s'en remettre aux constructeurs automobiles simplement en disant pourquoi pas développer des voitures, etc. Non, il faut planifier, il faut donner des objectifs aux constructeurs automobiles dont l'État est actionnaire, et puis avancer sur des choses concrètes, quoi. Même chose pour la réduction de notre utilisation d'énergie carbonée, même chose pour la diminution du nucléaire. Pour tous ces sujets-là, il faut planifier, sinon on n'y arrivera pas. Ensuite, alors il y a un point qui a attiré mon attention dans ce plan climat, c'est le point numéro 4, où il dit justement qu'il faut en finir avec les voitures à essence et les voitures diesel d'ici 2040. Mais il y a un autre truc dans ce point numéro 4 qui est le développement des camions au gaz. Et il n'y a pas l'utilisation du mot ferroutage, c'est-à-dire qu'il ne propose pas de mettre les camions sur des trains pour éviter la pollution qui est générée par le transport en camion, qui oblige à transporter chaque container presque sur un camion, parfois 2, mais jamais plus que ça, parce que ça serait tout simplement pas possible de trimballer des camions aussi grands sur les routes. Or, le ferroutage, vous avez une locomotive qui tracte et qui peut tracter un grand nombre de conteneurs. Donc là, il y a quelque chose à développer pour faire justement des économies d'énergie carbonée. Ensuite, je vous parle du point 23 qui évoque les traités internationaux de commerce et qui évoque en particulier le CETA. Et ce point 23 dit qu'il faut une prise en compte des enjeux environnementaux dans les accords internationaux. Alors je trouve la formule un peu légère, puisque Hulot, en mars 2007, quelques mois seulement avant de devenir ministre de l'écologie, il disait que ce traité
s'il est adopté en l'état, ouvre la voie à une pléthore de traités identiques qui mettront à bas les normes sociales et environnementales. Donc il avait un avis carrément plus tranché sur le CETA que juste il faut une prise en compte des enjeux environnementaux, qui est une manière de dire qu'on s'en fout et qu'on s'en occupera pas. Sur le plan climat en général, moi je trouve que c'est globalement flou, je l'ai dit, il n'y a pas le mot planification, mais il y a aussi beaucoup de décisions qui sont renvoyées à janvier 2018, à d'autres moments, à des réunions, à des comités d'experts, etc., etc. Donc finalement, ça manque un petit peu de contenu, ce plan climat, et ça c'est un des gros reproches qu'on pouvait lui faire aussi. Par ailleurs, il y a un autre point qui est quand même gros, c'est qu'au moment où Nicolas Hulot sort son plan climat, la France a capitulé sur la définition des perturbateurs endocriniens au niveau européen. J'utilise le mot capituler, mais attention, c'est pas moi qui l'utilise, c'est le journal Le Monde. Donc vous voyez que même le journal de référence dit que c'est une capitulation de la France sur ce dossier, et c'était directement Nicolas Hulot qui en était en charge. D'ailleurs, ironie du sort, eh bien, son ONG, la Fondation Nicolas Hulot, dit que ça a un goût amer que cette définition des perturbateurs endocriniens. Donc il y avait en quelque sorte une double situation où Nicolas Hulot présente son plan climat, mais en même temps, la décision de la France au niveau européen, c'est d'abandonner sur la question de la définition des perturbateurs endocriniens. Et puis je voulais finir par ça, vous gardez le meilleur pour la fin, mais il y a un point 13 dans le plan climat de Nicolas Hulot, qui est faire de Paris le pôle international de la finance verte. Et en gros, il propose que la Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations soutiennent activement l'émergence de fonds d'investissement dans les secteurs des écotechnologies et des infrastructures vertes. Donc ça veut dire que si la BNP fait un fonds d'investissement dans les écotechnologies, potentiellement elle pourra recevoir du fric de la Banque publique d'investissement et de la Caisse des dépôts et consignations. Franchement, bof quoi. Bof. Et d'ailleurs on peut dire bof en s'appuyant sur les propos même de Nicolas Hulot, qui a écrit un livre, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Osons, plaidoyer d'un homme libre ». Il a publié ça en 2015. Et à ce moment-là, il disait la chose suivante. « Le politique doit reprendre les choses en main et fixer des règles au capitalisme. Tant que le profit restera la finalité ultime, tant que l'OMC restera l'organisation la plus influente du monde, on n'y arrivera pas. Il faut juguler la toute-puissance de la finance, mettre fin à l'optimisation fiscale et aux paradis fiscaux. » Donc on voit que sur ce point-là, il a aussi renoncé. Et d'ailleurs, ça m'amuse assez de vous redire ça ici, parce que c'est exactement ce que j'avais dit lors de mon dernier passage chez LCI. Donc vous voyez que finalement, moi j'ai de la suite dans les idées, et que malheureusement, dans cette émission, c'est pas toujours possible d'aller vraiment dans le fond. Mais j'ai voulu interrompre cette émission pour pouvoir vous dire tout ça, et maintenant, je vous laisse pour la suite. On va rester dans une séquence on va rester dans la séquence quelque part Macron. On va rester avec un couple que vous avez vu il y a quelques instants descendre de l'avion, le couple présidentiel, mais surtout hier, c'était les premiers pas de la première dame, véritable cause, une belle cause de la com, de l'image, mais surtout l'engagement. Ça avait été dit pendant la campagne, elle l'avait dit Brigitte Macron, elle voulait se consacrer à autre chose que les chrysanthèmes ou les petites choses qui n'ont pas d'importance, et surtout le côté people. On va revenir, Muriel, sur le côté people. D'abord, cette jolie séquence, c'était hier. Ça te plaît? Bien. T'as appris à dire. C'est bon maintenant? Les plus grands derrière, un plus jeune derrière. Excuse-moi, Olivier. Avec Van Monoff, parce qu'il ne bouge pas sans son copain. On a compris. Il est là, Steven. Voilà. D'abord, cette maison est la vôtre. Et je pense que ce que vous faites justifie pleinement que vous soyez là, les uns et les autres. Tu vois, quand tu as des stylos avec des feuilles, quand il y a des réunions, c'est ici. C'était une baignoire. Tu vois, c'est bizarre, l'Élysée. Il y a quelques premières dames qui ont investi cette pièce pour en faire leur bureau. J'ai trouvé que c'était une très belle idée. Donc je me suis installée ici. Vous pouvez laisser Thomas se balader, je crois. Il a adopté les lieux. Fais ce que tu veux. De toute façon, je crois que vous avez totalement échoué à le mettre sous une contrainte. Et c'est sans doute très bien ainsi. Voilà, je citerai pour lancer, non pas le débat, mais pourquoi pas une saine discussion, l'un des invités sur ce plateau. Je cite, qui a dit « J'aimerais bien critiquer, mais là je ne peux pas, c'est parfait ». La réponse est Franck Tapiro. Oui, mais encore une fois, la critique est constructive et j'adore, même si je suis assez fan, vous le savez depuis le début de Macron. Sincèrement, mais regardez cette séquence.
Est-ce que vous vous souvenez d'un président de la République en exercice à l'Élysée, avoir une telle empathie avec des enfants, qui soient autistes ou non d'ailleurs, non mais cette empathie, marcher avec eux en leur tendant la main, en leur parlant, avoir cette légèreté, cette facilité, cette fluidité? Moi, non. Vous peut-être, moi non. Et je trouve ça crédible, et en plus, il est réellement empathique. Donc je trouve ça une très bonne image, je trouve ça quelque chose de volontaire, et c'est pas si facile que ça, je peux vous dire. Parce que quand vous n'êtes pas empathique, quand vous avez un problème avec les gens, c'est là que ça se révèle encore plus. Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut pas jouer. Mais non, c'est casse-gueule. Mais il n'y a pas plus casse-gueule que ce genre de choses. Il faut être très très costaud pour faire ça. Il faut être très fort pour faire ça. Il faut être empathique. Très empathique. L'empathie pour les gens. Moi, j'ai de l'empathie pour les gens. Bien sûr, c'est très dur de faire ça. Quand je suis content de voir quelqu'un. Oui, mais si vous étiez président de la République à l'Élysée, c'est compliqué avec les caméras, etc. Il était très naturel, il était à l'aise. Enfin, vous imaginez, pour prendre des gens pas à l'aise, par exemple un baladure dans cette situation. Enfin, écoutez. Non, mais ça, oui, non, mais c'est Alors Virginie Leguet, on l'entendait philosopher. Oui, moi, non, enfin bon, moi, je parlons quand même aussi de Brigitte. Je veux bien elle était là à ses côtés. Ce macronisme fou. C'est pas du macronisme. Qui dit que tout ce que fait Emmanuel Macron est merveilleux et qu'il est tellement empathique avec les enfants. Moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, il reçoit des enfants à l'Élysée, il leur fait visiter l'Élysée et il est très gentil avec les enfants. Enfin, le contraire aurait été absolument stupéfiant. Je n'aimais pas beaucoup François Hollande, mais je pense qu'il aurait été tout à fait aussi gentil avec les enfants. Nicolas Sarkozy, tout à fait gentil aussi avec les enfants. C'est pas une séquence incroyablement difficile. Si je peux terminer, c'est pas une séquence incroyablement difficile que de prendre des enfants par la main et de leur dire voilà mon bureau, mes affaires. Et Brigitte fait extrêmement bien son travail. Je vous rappelle que Brigitte a des enfants et des petits-enfants. C'est un univers auquel ils sont extrêmement habitués. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je trouve très intéressant l'installation du couple, dont on a tellement parlé pendant la campagne, parce qu'il n'est pas si fréquent d'avoir un candidat qui est aujourd'hui président de la République, qui a une femme plus âgée que lui, de 24 ans. Je crois que ça ne s'est jamais produit. Et surtout, il se produit que rarement dans la société qu'un homme vive avec une femme de 24 ans de plus. On voit très souvent des hommes vivre avec des femmes de 24 ans de moins, mais des femmes de 24 ans de plus, c'est très rare. Et j'en termine. Emmanuel Macron a pris soin pendant la campagne de dire elle aura un statut, elle aura une fonction, on va la définir, ce qui sera la première fois. Autrement dit, elle aura un vrai rôle. Et c'est une façon à la fois de la protéger, une façon de la mettre en avant, mais une façon de lui ôter toutes les critiques qui ont été faites sur les précédentes premières dames, qui n'avaient pas de statut, mais qui avaient des cabinets, des collaborateurs, et dont on disait toujours « Ah, elle dépense de l'argent public ». Sans droit. Là, il y aura malgré tout un cadre. Chère Virginie Leguet, est-ce que vous nous donnez 1 minute 58, vous prenez la parole si vous avez envie, et la minute 58, vous allez voir pourquoi je vous la demande pour ça. Un couple seul dans les champs, main dans la main. Un moment d'intimité volé? Non, Brigitte et Emmanuel Macron sont loin d'être seuls et ils le savent. Volés ou non, les clichés du couple se sont installés en une des magazines. Pour une raison très simple, ils font vendre. Chez Closer, on a fait une petite dizaine de couvertures au sujet du couple qui ont toutes bien fonctionné. On a à peu près 10% d'augmentation de nos ventes quand on met les Macron en couverture. Donc c'est un sujet qui intéresse les Français. Avec leurs petits-enfants, au ski, pendant toute la campagne, Brigitte et Emmanuel Macron exposent leur couple. Pour gérer leur image, ils sont conseillés par Mimi Marchand, surnommée la papesse des paparazzis. Dans ce qu'ils ont donné à voir, quelle est la part du réel et celle de la mise en scène? Pour la journaliste de Paris Match, toute cette médiatisation est parfaitement contrôlée. On est sur quelque chose d'authentique et qui est néanmoins très réfléchi, parce que c'est pas un couple comme ça, c'est pas des artistes, c'est des gens très structurés, très construits. Brigitte a été très longtemps enseignante, donc elle met un pas après l'autre, elle sait comment étonner, surprendre. Emmanuel Macron n'a pas toujours souhaité cette exposition. Quand il était à Bercy, il s'énervait de voir certains clichés diffusés. Jusqu'à ce jour de juin 2015, la première apparition officielle du couple. L'apparition médiatique de Brigitte Macron à ses côtés, eh bien, elle change son image parce qu'elle montre un personnage plus ouvert, un personnage qui a une vie de famille et puis qui plus est, une vie de couple originale, donc avec sa femme, comme on sait, plus âgée que lui. Elle permet de changer l'image d'Emmanuel Macron, de lui donner plus de chair, plus de sympathie, parce que Brigitte Macron, tout de suite, eh bien, elle attire les regards. Désormais, il est plus souvent seul dans la lumière, mais dans l'ombre, Brigitte Macron
n'est jamais très loin. Voilà, Muriel, l'importance du couple dans le quinquennat Macron. Alors, l'importance du couple dans le quinquennat Macron, elle est fondamentale. Ils sont ensemble, il lui prend la main systématiquement, elle lui prend la main, cette séquencière, cette veste rouge, on ne voit qu'elle, il traverse le perron pour aller accueillir, main dans la main, enfin bon, tout ça est très joli. En même temps, c'est très joli. Hein. Moi, encore une fois, ce qui me gêne, c'est que c'est authentique et réfléchi. C'est empathique et c'est maîtrisé. Et moi, en perception, et mise en scène. C'est ça que je ressens. Vous voyez, c'est ok, il est sûrement empathique, mais derrière l'empathie, il y a de la maîtrise. Et quand on est empathique, on maîtrise pas. Vous voyez, la relation à l'autre, quand elle est sincère et véritable, elle n'est pas maîtrisée. Elle est sincère et véritable. Et donc, c'est ça qui me gêne en com. Hein. Je dis pas que c'est ça qui m'interpelle sur le personnage. Et ce qui n'existe pas d'ailleurs chez elle. Elle est beaucoup plus dans la spontanéité. Je pense que ce rôle qu'il lui accorde est formidable. Pour elle, c'est magnifique. Elle va avoir un vrai rôle, un vrai statut. Et en vrai, les hommes ne laissent jamais finir ici. Je suis désolé, mais j'ai cru comprendre qu'on avait que 2 minutes. Et beaucoup moins maintenant. Je veux qu'il soit dit que c'est quand même un gros écran de fumée. Et là, dans cette émission, on en a eu l'exemple. On a parlé de Brigitte Macron plutôt que des mesures de Nicolas Hulot. Et cette situation-là permet. Il y a plus de com et d'images, je vous promets, Antoine. On en parlera la semaine prochaine. Vous reviendrez. C'est une bonne question de parler de ce qu'avait dit Nicolas Hulot. On a parlé de Brigitte Macron. Moi, je considère que c'est un écran de fumée pour qu'on parle pas de C'est une façon de banaliser ce couple transgressif et de le faire accepter par les Français. C'est pas un couple pour moi, plus qu'un couple, c'est un team. Ils sont un team depuis le début. C'est vraiment des partenaires. C'est pas la même chose. Je peux vous dire que c'est un couple et un team. Et regardez exactement ce qu'ils font depuis le démarrage de la campagne d'En Marche jusqu'à l'élection, jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un team. C'est un bon slogan, intime et intime. Merci Franck Tapiro, merci à tous les 4, merci à vous de nous être fidèles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous convenait. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à la partager sur les réseaux. D'une manière générale, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo parce que ça m'aide à savoir si justement ce que j'ai dit vous a convaincu, vous a plu, est-ce que c'était bien. Et ça m'aide aussi quand vous me dites que c'était pas bien et que j'aurais mieux fait de pas y mettre les pieds, ce que de temps en temps vous me dites. Donc moi, j'essaie de faire la moyenne entre tous ces commentaires. Donc n'hésitez pas, je les lis. Pas toujours tous parce qu'il y en a de plus en plus et vous êtes vraiment très nombreux à en mettre, donc, mais j'essaye de les lire et parfois d'y répondre, donc n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires. Et puis si vous venez là pour la première fois ou si vous êtes déjà venu plusieurs fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, comme ça vous serez informé de toutes mes prochaines publications vidéo. Je vous laisse pour aujourd'hui, allez salut!